surtout, nous, le pop-up, on le voit, en fait, on a commencé comme ça parce que c'était vraiment, on confronte le produit, on voit comment ça marche face à un énorme flux. C'est comme si on avait acheté 100K d'ads pour tester si le truc marchait. Bon, c'était un peu bold, mais ça a marché, tant mieux. Mais là, nous maintenant, c'est un peu, on considère ça comme des panneaux de pub en fait. C'est plutôt que d'acheter un 4x3 que tout le monde fait, qui est un peu désuet, même si sur certains cas particuliers c'est très intéressant, mais dans notre cas ça l'est pas. On préfère faire des panneaux de pub vivants entre guillemets et qui apportent une expérience. Parce que dans lesquels on peut toucher les bonnets, les pompons, les serviettes. C'est exactement ça. Et c'est surtout tu repars avec une expérience et le word of mouth, le referral entre guillemets. J'ai plus le bouche à oreille, pardon. Le bouche à oreille est pour nous ultra important. Et quelqu'un qui aura vécu une expérience incroyable sur un pop-up aura beaucoup plus tendance à en parler que quelqu'un qui a vu un 4x3 dans le métro. Ou qui est tombé sur un site internet après une pub exactement. Insta. C'est ça notre postulat, quoi. Bonjour, je suis Laurent Crête et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. L'hiver arrive, on annonce un froid polaire en janvier et février, il est temps de s'y préparer. Et quoi de mieux pour s'y préparer qu'un bonnet bien chaud pour protéger vos oreilles. Il faut les conserver en bon état pour écouter Le Panier évidemment. Mais pas n'importe quel bonnet, un bonnet que vous pouvez changer selon vos humeurs. Aujourd'hui je reçois Emilien Foiré. Salut Emilien. Salut Laurent. Emilien est le cofondateur de Kabaya. Kabaya, c'est une jeune marque française d'accessoires fun et colorés, créée en 2015, il y a 4 ans. On les voit un peu partout. Moi-même, je les ai découverts il y a 2 ans dans un pop-up de centre commercial. J'ai trouvé le concept super amusant. C'était un bar à bonnets. Ouais. Aujourd'hui, c'est non seulement des bonnets, mais également des sacs, des serviettes, des chaussettes et plus de 800 revendeurs, 80% en France, 15% en Europe, 5% dans le reste du monde, plus de 450 000 bonnets vendus à date. C'est énorme et l'hiver n'a pas vraiment encore commencé. On est content. Une distribution en corner et pop-up, mais également dans des grands magasins, dans des marketplaces, sur votre site évidemment. Ouais. Et à date, à peu près une quinzaine de millions de chiffre d'affaires en cumulé. Depuis le début, c'est à peu près ça. La grosse louche, ouais. Mon objectif pour vous, chers auditeurs, c'est qu'en 30 minutes, on comprenne le développement commercial exceptionnel de Kabaya, qui ne fait pas beaucoup de presse, dont vous n'avez pas forcément entendu parler, mais qui cartonne pour une belle marque. Les gens nous connaissent souvent, disent, où j'ai offert, où je vous ai vu en centre, mais la notoriété RP n'est pas encore totalement là. Et donc de comprendre ce développement exceptionnel qui mêle du online, du offline et énormément d'expérience autour de vos produits. Merci Emilien d'être avec nous. Merci à toi de me recevoir. C'est quoi Kabaya ? Kabaya, c'est une marque d'accessoires qu'on veut fun, coloré et innovant et avec un gros engagement pour les animaux, donc ce qui vaut aussi avec nos partenariats avec la SPA à l'année. Et donc on s'efforce dans chaque produit d'avoir un concept fort avec son storytelling qui l'entoure, une innovation, donc sur le bonnet c'est les pompons interchangeables, sur les chaussettes c'est le fait qu'on peut rassembler les chaussettes, sur le sac à dos on peut changer les poches. Enfin, on essaye de réinventer vraiment les accessoires et d'apporter un peu de bonheur aux gens par nos accessoires aujourd'hui. Sur les sacs à dos on peut changer les poches ? Ouais, chaque sac à dos vient avec 2 poches. Sur l'avant, on a installé un système MOL, qui est un système qu'on a emprunté à l'armée américaine. En fait, c'est ce qu'il y a sur les gilets tactiques, qui te permet d'attacher des flingues, des torches, tout ce que tu veux. Okay. Et du coup, nous, on a pris ce système, on a fait un sac à dos ultra design, et on a mis ce système devant avec des poches que tu peux interchanger. Et donc, on sort des poches avec des designs très colorés, avec des collabs avec des artistes, des graphistes, des graffeurs aussi, pour que chacun puisse avoir son sac. Le constat de base, c'était de se dire, j'en ai marre d'avoir le Eastpak bleu, noir, tout le monde a le même. Je veux un sac aussi résistant, plus design, mais que je peux vraiment personnaliser comme je l'entends. Et du coup, c'est de là qu'est né le sac à dos qui connaît un gros succès depuis avril.
Donc des sacs, des chaussettes, des serviettes et évidemment les bonnets. Les bonnets qui sont là depuis le début et qui fonctionnent toujours très bien. Alors vous l'avez certainement vu, hein, comme le dit Emilien, c'est des bonnets super quali d'ailleurs, avec ce pompon clipsé, qu'on appelle ça. Ouais, c'est aimanté clipsé en fait. Aimanté clipsé qu'on peut changer le pompon au-dessus du bonnet. Et du coup on peut acheter des pompons séparément des bonnets. Tu peux acheter des pompons séparément. Et en fait, le concept, c'est le bar à bonnet. Donc, tu as un bonnet qui a un nom de cocktail, toujours, qui est, sauf pour les enfants, c'est des noms jus de fruits, forcément, servi dans un shaker qui est la boîte. Et du coup, après, de base, il vient avec 3 pompons et on peut personnaliser ces pompons dans nos bars à bonnet, chez nos revendeurs ou même sur le site internet. On est en train de mettre en place justement des customisateurs pour pouvoir choisir ces pompons. Alors, Emilien a eu la gentillesse de m'en apporter un. Ça, c'est quoi son nom? Celui-là, c'est marqué au-dessus, c'est le Lascol, c'est au-dessus, c'est le Lascol Navy. Ah, Lascol Navy, ok. Navy pour la couleur. Exactement. Okay. C'est né comment? C'est né de l'idée de mon associé, en fait, Bastien Valenzi. En fait, lui était dans le business du déstock de fringues. Il achetait dans le sentier, vendait sur son site. Il a monté ça quand il avait 18 ans, à peu près. Et ça marchait bien à l'époque. Le coût du clic sur Google était pas vraiment cher. Du coup, il enchérissait sur Jean et récupérait des ventes à 1 euro le clic. Ça marchait très bien jusqu'à ce que le clic augmente, vente privée arrive. Enfin, l'environnement des stockages s'est un peu complexifié. Du coup, la boîte marchait moins bien et il avait ouvert un premier point de vente. Et il s'était rendu compte que il y avait pas grand monde sur le bonnet et il s'est surtout dit, j'ai pas envie d'être distributeur. Parce que il y a trop de concurrence, ça marche pas. Il faut avoir son propre truc. Donc c'est parti de là. Et de là, il avait cette idée de monter une boîte. Et un jour, sa grand-mère lui avait offert un bonnet. Il l'a perdu dans le métro et il s'est dit, c'est vrai que sur le bonnet, il y a personne en fait. Parce que c'est saisonnier, parce que c'est de l'accessoire pour les grosses marques. Il y a du bonnet, Napa Pierry, Tommy Hilfiger, tout le monde a ses bonnets. Mais personne n'a vraiment fait un focus bonnet en fait. Et du coup, il s'est dit, ouais, il y a un truc. Donc, il a fait un test sur le pop-up. Donc, on commençait en pop-up à Vélizy 2. Un bar à bonnet. Ça, c'est quand? Ça, c'est 2015, du coup. 2015, donc l'hiver 2015? L'hiver 2015, ouais. Et donc, test sur un pop-up à Vélizy 2, parce qu'il se dit de briquet de broc, 3 planches pour faire un peu côté bar à bonnet. Et, mais tu t'installes pas comme ça dans un... Non, faut négocier avec le centre. Mais à l'époque, les pop-up en centres commerciaux, c'était pas encore vraiment en place. C'était pas un truc qu'ils avaient vraiment développé. Pour eux, c'était de l'espace mort. Ils mettaient des centres, des aires de jeu, trucs comme ça. Donc, c'était vraiment pas cher. Ouais. Donc, à l'époque, pas très compliqué de dealer avec eux. Donc, on avait le meilleur emplacement de Vélizy 2 avec un flux de dingue. C'est 1 million par jour à Noël ou un truc comme ça, ou pas loin. 1 million en foot trafic? Je dis peut-être ça au hasard, mais en gros, c'est un flux vraiment énorme. Ouais, okay. C'est le plus gros centre commercial d'Europe, je crois, en flux, Vélizy 2. Et du coup, on s'est installé là-bas. Notre bar à bonnets, et en un mois, il y avait des queues sur le stand, genre on a vendu 20 000 bonnets, et là on s'est dit, ouais, il y a un truc. Quoi. Mais la prod, pour commencer, vous l'avez, enfin, pour ouvrir un pop-up, ouais. Cet hiver-là, Vélizy 2, t'as dû commencer quelques mois plus tôt pour la ouais, un peu plus tôt, et a commencé pour trouver déjà le fournisseur. Ça a été alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on l'a trouvé un peu par hasard, mais aujourd'hui c'est encore le même, et on pourra maintenant faire d'autres produits. On se rend compte qu'il est incroyable parce qu'on a 0 défaut. Enfin, il est vraiment incroyable. C'est du made in France. Non, on fait pas made in France. Les bonnets sont made in Europe. Donc ceux-là, okay. celui que t'as en main, il est fait en Pologne. C'est notre fournisseur initial était polonais. Okay. Aujourd'hui, on a différents fournisseurs répartis dans l'Europe, en France, en Italie. Enfin, tout dépend des bonnets que tu achètes. Mais ils sont véganes. Et ils sont véganes, c'est ça. En fait, c'est de l'engagement animal qu'on voulait dès le départ, et né aussi cet aspect vegan dans le sens où on met jamais de fourrure animale dans nos bonnets. On considérait que c'était un peu un truc de l'ancien temps. C'est comme, je sais pas, enfin il y a plein de trucs dans la fashion, genre tu vois les blousons avec les grosses fourrures autour du cou, ça marche encore, mais pour nous c'est pas le futur. Et du coup, on est un peu en train de se dire, on s'est dit dès le départ, on veut faire un truc qui crée un peu la mode du futur, qu'on essaye d'être respectueuse et engagée en tout cas. Et du coup, dès le début, on s'est dit bon, pas de fourrure véritable, du vegan. Et en fait, on n'était pas certifié jusqu'à l'an dernier. On s'est dit bon, c'est vrai qu'il faudrait quand même le mettre en avant. Et du coup, on s'est fait certifier. Et bon, ça a été assez simple parce qu'on respecte tout ça. Et du coup, quand est-ce que vous commencez à chercher ce fournisseur ?
Fournisseur, ça a commencé été 2015 au final. Ouais. La boîte a été incorporée en septembre 2015. Donc là, on a fêté nos 4 ans il y a un mois ou deux, un truc comme ça. Ok. Et vous faites des prototypes avec différents fournisseurs? Non, ça a été tout de suite. Vous avez tout de suite trouvé le bon fournisseur il s'est avéré que c'était un ami polonais du père de mon associé, donc ça va loin, tu vois, qui lui a dit ouais, je peux te trouver quelqu'un. Il lui a trouvé et du coup les premiers protos sont partis de là. Et les premiers protos étaient satisfaisants. C'est mon associé qui avait fait les premiers dessins. Là, il nous a ressorti une photo avant-hier. C'était assez marrant. C'était pas Jojo. et du coup, c'est né comme ça. Les premiers protos, la boîte. La première boîte, faut savoir qu'elle faisait 30 cm de diamètre. Donc c'était assez compliqué à transporter. Là, on est sur quinzaine. Une dizaine, 10-12 cm à peu près. Okay. Donc ça faisait des grosses boîtes. Ouais. Et donc ça, c'est l'été 2015. Vous en produisez combien? Au départ, on était parti sur 10 000 et au final... Vous êtes confiant? Ouais, c'était surtout... il faut mettre des bonnets en hiver, il y a personne sur le marché. En fait, quand même, c'est surtout qu'il te faut un minimum de quantité qui soit suffisamment gros, une gamme qui soit suffisamment grande pour que tu puisses remplir ton bar à bonnets. On avait un truc de 40 mètres carrés. Si t'as 3 modèles, c'est pas incroyable, quoi. Attends, ton premier bar à bonnet à Vélizy 2 en test l'hiver 2015, il fait 40 mètres carrés, ça paraît énorme pour un corner. Pour un pop-up, pardon. Pop-up, ouais, parce que c'était le tout début. Maintenant, ils réduisent, ils les entassent les uns sur les autres, mais à l'époque, 40-50 mètres carrés, c'était normal. Là, on en a un à Aéroville en ce moment, il fait 50 mètres carrés. On l'occupe très bien, quoi, parce que maintenant, on a aussi une gamme plus large, etc. Mais du coup, il fallait aussi quelque chose pour remplir ça, quoi. Du coup, vous produisez une dizaine de milliers avec ce producteur, ce partenaire polonais. Exactement. Vous allez à Vélizy 2. Et qu'est-ce qui se passe? On installe du coup les meubles faits par toujours des amis polonais qu'on connaissait qui étaient menuisiers, etc. Et du coup, on installe et vente sur le pop-up. Et du coup, le début part très fort. Il y a la queue sur le pop-up. Enfin, ça a commencé mi-novembre. Du coup, début décembre, il y avait quasi plus de stock. En attendant, on avait relancé une prod. Du coup, elle arrive et après, ça a fait 20 000 bonnets en un mois et demi sur le pop-up, quoi. C'est combien de temps la prod? C'est là en ce moment, on a bien optimisé, donc on arrive à faire environ 3 semaines, 1 mois. Là, vu que c'était 10 000 pour à l'époque, c'était pas encore beaucoup pour lui. C'était beaucoup moins que ça. En 2 semaines, on arrivait à se faire livrer assez vite. Donc c'est le modèle qu'on avait déjà fait. Okay. Ils avaient déjà les bobines, c'est son propre fil que lui utilisait pour ses autres marques, etc. Donc, Et vous en vendez combien sur ce premier 20 000 au total. 20 000 au total. 20 000 au total. Ok, donc 2 fois la production prévue. Ouais, c'est ça. Donc on finit l'hiver à poil, ce qui est plutôt une bonne idée. Et du coup, de là, se décide de monter vraiment la marque, vraiment de la développer, même si elle était déjà incorporée avant. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à développer Kabaya. Ça veut dire quoi, Kabaya? Kabaya, ça veut rien dire en soi. En fait, c'est assez marrant. Le nom est venu initialement d'une inspiration qui était Havaianas. Havaianas, les tongs brésiliennes. On adore les tongs brésiliennes, ces tongs brésiliennes, parce que ça parle à tout le monde. T'as aussi bien le PDG du 440 que le mec dans les favelas au Brésil qui en porte. Tout le monde adore les porter. C'est très coloré, c'est très universel, entre guillemets. On adorait ce côté un peu coloré, universel. Du coup, c'est venu de là et mon associé étant au Brésil à ce moment-là, ça se passait quand même sympa. Copacabana, Kabaya. Et c'est Kabaya, ok. C'est né comme ça. C'est chantant, ça se comprend en toutes les langues. Ça veut rien dire de mal dans Urban Dictionary. Du coup, c'est toujours. C'est marrant, c'est une habitude que j'ai pris aussi sur le nouveau concept qu'on lance là, de m'assurer que. Ouais. Voilà, je suis pas en train d'insulter quelqu'un dans une langue. Il y a une anecdote assez drôle d'ailleurs de Trusk que t'as reçu, leur premier nom c'était, je crois que c'était Us, quoi, un truc comme ça, qui en Urban Dictionary veut dire fisting ou un truc comme ça. Alors c'était assez spécial, quoi. Mais non, du coup le nom veut pas signifier grand chose, mais il est très joyeux. Mais vous avez de la chance parce qu'il est joyeux, il est simple, il est court. Simple, le nom de domaine était libre et du coup c'était parti. Et puis un nom qui sonne brésilien pour vendre des bonnets, c'est évident. C'est totalement évident, mais et tu vois, on nous le dit souvent, vous êtes quand même les premiers mecs à avoir vendu des bonnets avec des paillotes de plage dessus. Et tout ça parce que l'idée dès le départ était pas de vendre simplement des bonnets, et aujourd'hui on en est arrivé à peu près là. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelait Kabaya. Tu peux nous donner quelques métriques sur la marque? Alors, je m'excuse. Vas-y. T'as un problème de son? Ouais, check, c'est mieux. Pardon. Okay. Tu peux nous donner quelques métriques sur la marque?
Ouais, tu veux quoi, chiffre d'affaires? Nombre d'employés, chiffre d'affaires. Nombre d'employés. Alors aujourd'hui, on a commencé à 2 du coup. Aujourd'hui, on est 15 au pop-up en team admin, donc vraiment au bureau à gérer le marketing, la prod, etc. Ok. Et au pic en ce moment, là on est au pic en ce moment, on monte à 70 personnes. Là, le pic a déjà commencé pour vous? Ouais, en fait, on a installé les premiers pop-up début octobre, les derniers il y a une semaine. Et là, on installe le tout dernier, c'est un corner, on l'installe au bon marché cette semaine. Ok, et vous passez donc de 15 à 70 en 15 période à de rush. 70, ouais, pendant 3 mois, et après on commence à démonter ces barres abonnés fin janvier, mi-février, et derrière Vous faites les barres à serviettes. derrière on laisse mort pendant 1 ou 2 mois et on remonte la paillote à la plage à tongs, la paillote à serviettes et le tour du monde en 80 sacs, qui sont nos 3 autres concepts été. Ok, les tongs aussi. Les tongs, du coup, non, on a arrêté. Maintenant, c'est principalement focus paillote à serviette et tour du monde 80. Du coup, l'hiver 2015, vous avez testé le concept. Vous vendez 20 000 bonnets. Ouais. En janvier, février, il se passe quoi? Bah, il se passe plus grand chose. Ouais, justement. Il se passe plus grand chose. C'était le début. On se dit, il faut accélérer. Du coup, ce qui est dans le domaine de la fashion et notamment dans le wholesale, vu qu'on fait pas mal de revendeurs, il faut vendre en janvier ce qu'on va vendre chez les revendeurs en novembre de la même année, en gros. Du coup, j'ai pas compris. En gros, si tu veux, t'es obligé, tu fais les salons professionnels où tu vends aux revendeurs. Oui, d'accord. Où ils prennent les commandes en janvier, par exemple. Là, on va le faire en janvier 2020 pour les produits qui seront vendus en l'hiver 2020. 2020. Ouais, ok. Et du coup, l'idée est que on a fini, on a enchaîné les salons de la fashion, donc Who's Next. À l'époque, on faisait pas maison et objets, mais on aurait pu pour présenter. C'était la même collection parce qu'avec 1 ou 2 bonnets en plus et choper du revendeur à ce moment-là. Donc t'enchaînes le B2C avec le B2B en fait, c'est ça? Avec le B2B directement pour préparer la saison d'après. Et donc première année, on était assez contents parce qu'on a réussi à attraper 100 revendeurs la première année sur la France. Et donc et big up à Princesse Lala qui nous a fait confiance la première. Allez la voir, la Bastille. Et du coup, le test vous le faites avec ce pop-up en centre commercial. Ouais. Vous n'avez pas encore de site internet? Si, un site e-commerce, un landing vraiment vitrine, qui tu peux quasi pas check out dessus. Il est plus pour aller voir les bonnets qu'autre chose, quoi. Il fait la première année, je sais plus, on a dû faire 5 000 € de chiffre, un truc comme ça. C'était ridicule, quoi. Et aujourd'hui, du coup, en fast forward 3 ans, pardon pour l'anglicisme, on avance de 4 ans, pardon. Le chiffre d'affaires escompté et le ratio entre le online là, nous, on clôture à juin. Donc, on est de juin à juin parce que on est très saisonnier, forcément. Donc, typiquement, sur le dernier exercice, on était très équilibré. On était à 30% pop-up. Donc, où est-ce qu'on vendait sur le pop-up ce qu'on appelle du retail, 30% wholesale, donc c'est du revendeur, et 30% e-commerce. Là, cette année, on va plutôt être 40 e-commerce, 40 wholesale, 20 pop-up, et là on doit faire à peu près 3-4 millions sur le site et l'équivalent sur les autres en fonction des ratios, quoi. Ok, donc pop-up c'est ce que vous montez dans les centres commerciaux. Exactement. Et les corners c'est les corners, c'est des demi-pop-up entre guillemets, mais c'est dans les printemps, etc. Donc on n'a pas à gérer forcément tous les vendeurs, etc. D'accord. Et quand tu dis donc 40% sur le online, tu comptes les marketplaces? Je compte les marketplaces, mais aujourd'hui c'est un peu plus tard, voilà, c'est un peu anecdotique pour nous en ce moment. D'accord, ok. C'est quoi votre plus gros challenge aujourd'hui? Là, le gros challenge va être d'augmenter la gamme produit. On est très content de la sortie du sac parce que gros succès. On retrouve même des meilleures métriques au lancement que ce qu'on avait sur le bonnet. Donc très très content là-dessus. Tu sais l'expliquer ça? On a appris d'une plantade sur les tongs, je pense, parce on a lancé des tongs au bout de 2 ans et demi, et donc l'été 2018, on s'est bien planté en mode on va être qualifié à la place du calife, à la place d'Havaianas du coup, et gros fail parce que un peu on s'est dit on veut lancer les tongs, on pensait mass market, ça correspond à notre audience, etc. Et au final c'est pas un objet très lifestyle les tongs, et il y a surtout des acteurs déjà très connus, hyper installés, voilà. Et surtout c'est pas un truc qui est forcément en croissance en plus. Du coup, on se retrouvait sur le même pricing qu'Havaianas, avec un système de bride interchangeable très sympa, du caoutchouc recyclé, mais qui faisait pas un gap suffisant pour aller les chercher. Et surtout, c'est facile à produire des tongs? Non, c'est une galère. En plus, on a galéré 2 ans, on a fait une année, on a produit en Europe, il y a
plus d'usines de tongs en Europe en fait. Donc après on est allé au Brésil, en Chine, avec gérer les distances. C'était la première fois qu'on allait dans ces pays-là, donc ça a été très comique. Donc beaucoup de temps là-dessus pour au final la conclusion c'est bon, on est sur un produit qui est pas lifestyle, des gens déjà installés. Et surtout, on n'a pas écouté nos clients. C'est-à-dire qu'on est parti bille en tête en se disant ouais, faut qu'on fasse ce truc-là, etc. Vous n'aviez pas encore les serviettes à ce moment-là? Si on les a lancés à peu près en même temps. C'était tongs et serviettes, c'était dans le même concept pour l'été. On a fait tongs et en fait les serviettes sont restées du coup parce qu'elles fonctionnent très bien. Et il y avait pas vraiment d'acteurs de serviettes sympathiques, etc. Bon, il y a des. Qu'est-ce qu'il y a d'interchangeable sur les serviettes? Elles sont pas interchangeables. En fait, t'as une petite poche au dos pour mettre tes clés, tes cartes bleues, etc. Elles sont en forme ronde et en forme rectangulaire. Les designs sont aussi très colorés, mais ça c'est un peu notre spécificité. Et t'as un pochon étanche qui te permet de la transporter quand tu sors de la plage sans mouiller tes affaires, etc. Vous avez des petites innovations qui font que ça marche plutôt bien. Et ouais, du coup la tongue, on l'a un peu lancé bille en tête pour au final se dire, vous se rendre compte que ça marchait assez moyen. Et du coup, on a eu une grosse remise en question derrière ça quand même, parce qu'on s'est dit bon, au final, on a peut-être eu de la chance sur le bonnet. Bon là, entre-temps, on avait lancé la chaussette qui marchait très bien. Peut-être un peu par péché d'orgueil, je sais pas. Il y avait du monde sur la chaussette déjà. Il y avait déjà du monde, mais on a une petite innovation, on a des designs un peu spécifiques. Tu vois, la chaussette, c'est un des trucs les plus faciles à faire, donc tout le monde le fait. C'est-à-dire que n'importe quel mec qui sort d'école de commerce, qui veut se lancer, fait une paire de chaussettes, ou est-ce qu'il fait 3 graphistes, faire 3 designs, et bon, c'est très facile à faire. Mais justement, comme à chaque fois que maintenant on lance un produit, on se dit mais bon, on va pas faire comme tout le monde, on veut inventer un nouveau truc. Du coup on s'est dit chaussettes, c'est quoi le problème? Tu les perds, comment on résout ça? On va trouver un moyen. Du coup on est passé par les aimants, on est passé par des espèces de rivets, on est passé par des pressions, on a tout essayé pour au final se dire le bouton c'est ce qu'il y a de plus esthétique, c'est ce qui paraît le plus simple au final, mais ça a été un gros R&D avec il y a R&D, si on peut appeler ça de la R&D, avec l'usine de chaussettes pour trouver avoir une fente suffisamment tout le temps la même en fait, que ce soit facile à mettre mais que ça s'enlève pas dans la machine. Enfin c'est des petits trucs bêtes mais ouais, et puis qui se déforment pas avec le temps. Qui se déforment pas avec le temps, etc. Et du coup au final ouais, la chaussette, on a ce petit truc en plus, ce petit wow effect qu'on a dans tous nos produits, qui fait qu'on est en train de prendre une très grosse place sur la chaussette. C'est marrant comme le marché de la chaussette. Et ok, et la tongue, vous avez killé après l'été? On l'a killé, ouais, on l'a killé depuis. Il nous reste encore un peu de stock qu'on vend par-ci par-là. Mais vous avez appliqué les mêmes méthodes, des pop-up, des corners? Ouais, pareil. On avait lancé, c'était la plage à Tongue à l'époque, pop-up sur des zones balnéaires, où est-ce que donc Biarritz, etc. En se mettant dans vraiment des gros centres aussi. Et donc, forcément, ça a des coûts. Donc, le lancement de la Tongue a pas été. T'as une idée du coût que ça a représenté le produit Tongue chez Cabaya? Ça nous a coûté au total, ouais. Je sais pas, je dirais qu'on a au moins une perte à 150 000 euros, je dirais, sur ce truc-là. Ok, une perte, sèche. Ouais. Ok. Mais bon, c'est move fast and break things. Pour le coup, là, on y allait vraiment. Enfin, move fast and break things quand tu vas les produire en Chine ou au Brésil, ou je sais pas où. Tu peux pas mover trop fast. C'est pas hyper rapide. C'est pas super rapide, non, effectivement. Mais du coup, en fait, c'est plutôt dans cette idée de, on s'empêchera jamais d'essayer des nouveaux trucs. On l'avait pas assez processé à l'époque. On l'a bien compris pour le coup. C'est une leçon qui coûte cher, mais qu'on a bien compris. Et du coup, ce qui explique aussi, je pense, le succès au lancement du sac, c'est qu'on a beaucoup focus client. On a récupéré quasi 20 000 avis clients en amont. On a fait 7-8 réunions clients avant pour tester le truc, voir comment ça marchait, aussi bien revendeurs que clients finaux. On a lancé le truc, on n'avait pas trop de doutes, quoi. Alors, c'était bien capé. Move fast and break things, j'y reviens. C'est hyper intéressant sur la partie bonnet parce que là, en l'occurrence, c'est hyper bien réussi. En l'espace de quelques mois, trouver le fournisseur, produire 10 000, puis encore 10 000. Pourquoi un pop-up en fait? Pourquoi un pop-up? Pour tester le concept en 2015. En fait, c'est que ça... Alors pardon, excuse-moi, je continue, mais genre un site internet, ça coûte pas très cher, un peu d'acquise, Facebook, Insta, j'en sais rien, un emailing, il y a d'autres méthodes. Ouais, alors il y a d'autres méthodes, surtout que c'était un peu l'époque de la naissance des DNVB, etc. Mais en fait, on s'est dit comment tester un produit de market fit le plus vite possible. Et là, pour nous le pop-up, c'est la landing parfaite, quoi. T'as un flux qui est notre flux, parce que c'est Vélizy 2, donc
plutôt masse, mais assez aisé quand même, parce qu'on a des produits quand même qui sont assez génériques, on va dire. Donc on a la landing parfaite pour tester si ça marche, et il s'est avéré que ça a très bien marché, quoi. Ça a prouvé. Ok. Ouais. Sur les métriques, donc tu me disais 15 employés en support, ça monte jusqu'à 70 en pic. Ouais. On a parlé de ton chiffre d'affaires. La concurrence, il y en a aujourd'hui? Il n'y en a pas vraiment, en fait. On n'a pas de concurrence frontale qui font comme nous, parce que des innovations comme ça dans les produits, il y en a pas, enfin personne fait comme nous, sauf que c'est des concepts qui sont tous déposés, donc bon, on peut pas être trop copié. C'est aussi l'avantage de créer des choses, on va dire. Mais après, sur chacune des catégories, on a des concurrents, bien entendu. Sur le bonnet, on a des marques de bonnets qui sont déjà installées depuis longtemps, qu'on a découvert un peu après. La chaussette, il y a aussi beaucoup d'acteurs, comme je te disais, une marque de chaussette, je crois qu'il y en a une qui se crée tous les matins, rien qu'en France, alors imagine au niveau mondial. Et après, sur les sacs à dos, bon, je t'en parle pas, hein, les Eastpak, les ouais, HL, il y a du monde. Ouais. Il y a du monde, mais en fait, dans chacune des catégories, il y a du monde, mais sur cet ensemble de marques d'accessoires un peu pas généraliste, mais qui fait tous les accessoires et qui met des petits trucs en plus dedans, on n'a pas vraiment concurrence. Ce que je trouve intéressant en fait sur votre développement, ou plutôt impressionnant, c'est que quand tu fais donc au début c'était un tiers en e-commerce, c'est ça, et le reste en offline. Au début, non, c'était au début encore 90% en pop-up. Bref, donc tu captes pas d'adresse email. Comment t'arrives à fidéliser, à créer du repeat, à créer du... Au départ, on fidélisait toute première année, on n'a rien fidélisé, on voulait juste voir si ça marchait. On a récupéré quand même du mail via les gens qui voulaient. En fait, c'était des systèmes de caisse. À l'époque, on était sur Tactile, qui est un truc qui sur iPad, où est-ce que tu récupérais le mail, tu rentrais, tu lui crées un compte, et donc on a créé nos premières un peu newsletters comme ça. Mais à l'époque, on n'était pas forcément ultra digital aware, on va dire. Et du coup, c'était vraiment tester le concept. Il marche, bon, ok, allons-y, quoi. Et c'était pas comme beaucoup en gros, nous, on est un peu pop-up native, entre guillemets, par rapport à une époque où beaucoup de marques se sont lancées en digital first, avec des gros coûts d'acquisition et à perdre de l'argent pendant longtemps, etc., quoi. Ok, vous avez du repeat aujourd'hui, tu es capable de le calculer? Ouais, aujourd'hui on le calcule. Aujourd'hui on a 1,4 de repeat sur une lifetime value, et justement un de nos gros défis du moment, c'est d'augmenter la gamme produit. 1,4 en valeur ou en 1,4 en nombre de produits achetés okay. par client, nombre d'achats moyens par client. Okay. Et l'idée c'est de l'augmenter en augmentant la gamme produit, bien entendu. Et du coup, c'est pour ça que c'est un de nos gros défis là 2019-2020, qui est de créer des nouvelles gammes produits, toujours avec cet objectif de répondre aux besoins clients, bien entendu, et donc de proposer des nouvelles choses à nos clients. Et c'est eux qui nous le demandent aussi. Ils faites plus de choses, faites des parapluies, faites des... Comment est-ce qu'ils vous le demandent? Via, en fait, on a beaucoup on a des gros process post-achat de récolte d'avis clients. Post-achat en ligne, hein, du coup. Ouais, post-achat en ligne et pop-up aussi. C'est-à-dire quand les gens achètent sur le pop-up, s'ils le souhaitent ou s'ils l'acceptent, ils nous donnent leur mail, et derrière on a des routines de est-ce que vous êtes content, après des +1, des +2, en mode dites-nous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez pensé de la marque, de l'expérience pop-up, qu'est-ce qu'on devrait faire selon vous, et on fait des exercices aussi de qu'est-ce que vous pensez, plus des trucs un peu sociologiques sur qu'est-ce que vous pensez de Kabaya, à quelle personne vous pensez qu'on adresse, et ça c'est très révélateur. C'est systématique pour chaque nouvel acheteur, pour tous les achats? C'est systématique, ouais. Okay. En fait, et après on a, tu vois, dans notre Slack, pour dire à quel point le retour client est important, on a 2 channels Slack, achat site, achat pop-up, France et Europe, et que moi et mon associé et on pousse l'équipe à le faire, on lit tous pour vraiment s'imprégner de tout ça, et même dans nos runs tous les lundis. Donc tous les retours que vous recevez, sur quels outils d'ailleurs vous les recevez? En fait, on reçoit principalement Typeform et avis vérifié. C'est là-dessus on a d'abord des routines Typeform où est-ce qu'on vérifie. Après les achats, on leur demande de remplir des petits questionnaires, à notre sauce bien entendu, hein. Donc on demande pas avez-vous été satisfait de l'expérience client. On essaye de leur apporter un peu de valeur et un peu d'humour dans tous nos mails, dans toutes nos touchpoints, on va dire. Et du coup, on a un très bon taux de retour là-dessus. On a plus de 50% de gens qui laissent des avis, alors que... Et du coup, avec des automatismes, ça remonte dans Slack et tu demandes à ton équipe de lire. C'est ça, en fait, ça passe dans notre système de point of sale. Derrière, ça passe dans les mailings sur Klaviyo. Et c'est envoyé à Typeform, c'est intégré à Typeform, et Typeform est intégré à Slack. Et du coup, ils nous remontent tout ça au jour le jour.
Ok, je veux bien que tu me refasses le schéma à l'instant. En fait, t'as le point of sale. Ouais. Donc là, le client, mettons, si on part sur un point of sale, rentre, donne son mail en fait. Après, donc il rentre là-dedans, il a envoyé directement vers Klaviyo, qui est notre outil de CRM mailing. Vous le rentrez dans Klaviyo? Non, on le rentre nous dans le système point of sale, une intégration Klaviyo point of sale. Okay. Et du coup, ça rentre dans Klaviyo, qui est un outil de CRM mailing. Là, on a une routine qui se déclenche automatique en mode post-achat. Merci d'avoir acheté chez nous. Si vous avez une remarque, etc., pas de souci. On attend 2 jours, on envoie un avis post-utilisation. A posteriori, qu'est-ce que vous avez pensé de la marque? Quelle était votre expérience sur le pop-up? Est-ce que vous pensez qu'on doit améliorer X, Y, Z? Et ensuite, donc ça c'est des petits typeforms qui remontent ensuite dans Slack. Donc via une channel parce que ça pop à chaque fois. Bon, on l'a mis en mute au bout d'un moment parce que ça fait beaucoup de trucs. Et après il y a Avis Vérifié, qui est un organisme NF qui récolte les avis clients, qui lui vient récupérer un avis plus public et qu'on peut plugger que vous mettez sur votre site, CMS, etc. Ouais. Ok. Exactement. Qu'est-ce que t'as à ton tableau de bord en termes de KPI? Tableau de bord business? Ça dépend des sujets, on va dire. Sur le e-commerce, sur la partie digitale, forcément chiffre d'affaires. C'est ça que je regarde le plus. Au jour le jour, on regarde vraiment chiffre d'affaires, ROAS de toutes nos actions marketing, donc le retour sur investissement. Et après on suit pas mal les communautés aussi, donc engagement newsletter, parce que on a des très bons engagements, on essaye de le garder, et progression de la base Instagram aussi. Après 4 ans et 450 000 abonnés, c'est quoi la taille de la base email? La base email, là on est à 150 000 et en ouverture moyenne on est à 32% à peu près. C'est gros. Ouais. Ok. Quelle est la fréquence? On envoie une fois par semaine, c'est aussi peut-être pour ça. Mais justement, on traite nos clients comme on aimerait être traités. Attends, les gens qui sont abonnés à la newsletter. Ouais. Donc il n'y en a pas 150 000, j'imagine. Si. Ouais. Je te parle en abonné, je te parle en abonné newsletter. En abonné newsletter, ouais. Kabaya, il y a une newsletter par semaine. Ouais. Tous les vendredis midi, le rendez-vous Kabaya. Et du coup, on a une charte édito qui marche plutôt bien auprès de nos clients. Qu'est-ce que vous racontez dans cette newsletter? En fait, on met toujours, on essaye toujours de se dire, si j'étais à la place de mon client, et que je reçois un mail d'une boîte, a priori, je sais que je vais me faire vendre du produit. Qu'est-ce que je peux apporter en plus et qui me fait que j'ai envie d'ouvrir la newsletter? Et du coup, on a toujours une petite partie, forcément produit ou sur une nouveauté ou un truc comme ça, en partie un peu 1. Partie 2, c'est plus vie de l'équipe, dernières opérations de communication. Donc, tu vois, typiquement, là, la dernière newsletter qu'on a envoyée, partie 1, c'était sortie des bonnets premium. Donc, c'est des bonnets laine éthique, sourcés auprès d'éleveurs français, etc. Partie 2, c'était l'OP un peu caritative, lifestyle du moment, qui était notre association avec la SPA, où est-ce qu'on a une paire de chaussettes en édition limitée. Et après, on a toujours un bloc lié à l'équipe ou qui apporte un peu un truc marrant. On a un truc fun fact, parce que toutes les semaines, tu as 2 fun facts liés à l'équipe, liés à notre vie, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est juste un peu sur les bribes du bureau, les potins du bureau, et du coup, on sort tous les trucs. C'est Emilien, genre, on fait des réunions le lundi, personne arrive à arriver à l'heure, même les boss, parce que je suis arrivé à la bourre le lundi, à la réunion du lundi matin, tu vois. Et ils me trashent un peu là-dessus. Et mais ça, vous avez 50 000 ouvertures chaque semaine? Ouais, 30%, ouais, du coup, c'est 30% ça. 30% 50 000, ouais. C'est ça. Et t'arrives à parler toute l'année, 52 fois, de bonnets, de nouveautés, de serviettes, de sacs. En fait, non, mais entre autres, dehors de la vie du bureau. C'est ça. En fait, c'est on parle de vie du bureau, on parle de choses qui nous font marrer, tu vois. Genre, cet été, j'étais dernier, c'est plus moi qui m'occupe des newsletters au jour le jour, mais de temps en temps, je le refais. Et genre, cet été, j'étais quasi tout seul au bureau en plein août, et personne. Parce que je prends toujours mes vacances en décalé. Donc, c'est une anecdote, on s'en fout. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une newsletter, mais je vais faire un truc qui change, tu vois. Et du coup, j'ai pas de formatage, pas d'image, genre mail en dur. Voilà, j'ai écrit le truc. Salut, c'est Emilien. Vous allez bien? Bon, j'en ai marre. Les potes de Merci Andy, ils sont à 150 000 sur Insta. Nous, on a 60K. Je suis un peu un gros jaloux. Du coup, si jamais on arrive à 70K ou 60K ce soir, je mets ce débardeur là. J'ai trouvé le pire débardeur sur Asos. Et ça a trop bien marché. Les gens, ça les a fait trop marrer. Et on a reçu des mails et des mails, des trucs. Ils ont trouvé ça trop drôle. Et même l'Insta a vraiment explosé derrière. Et c'est juste, je me dis qu'est-ce que moi j'ai envie de recevoir, tu vois. Et on essaye de se mettre à leur place. Et bon, on a la boîte, on a un humour assez décalé, tu vois, et un peu atypique, et du coup, on mise beaucoup là-dessus dans les newsletters. Ok. C'est assez facile d'optimiser le parcours client en ligne, hein, parce que c'est juste mesuré de A à Z. Comment est-ce que vous faites pour l'optimiser en pop-up ou en corner? Tu veux dire sur le pré-achat? Oui. Ouais, le pré-achat, on fait pas mal. Juste pour avoir un ordre de grandeur, en haute saison, tu m'as dit une quinzaine, une vingtaine de pop-up. Ouais.
C'est ça. Alors comment est-ce que vous faites client mystère? Vous allez On fait client mystère, c'est-à-dire que tous les vendeurs nous connaissent pas, donc on passe beaucoup sur les pop-up, notamment. Alors moi, je m'en occupe de moins en moins parce que je suis vraiment focus digital en ce moment, mais mon associé passe pas mal sur les pop-up. On a un directeur réseau, Yannick, qui lui passe ses journées là-dessus. Bon, après les vendeurs les connaissent, donc bon, c'est moins facile, mais ouais, on se pose à 30 mètres et on regarde ce qui se passe. Est-ce que les gens vont proactivement vers les clients? Enfin, on a tout un guideline de comment se comporter sur le pop-up. Et on essaye de prendre des profils qui correspondent à la marque. Donc, des gens qui sont plutôt joviaux, ça se dit ça, ouais. Ouais. Joviaux, ouais. qui sont plutôt joviaux. Comment vous les trouvez? On fait du recrutement direct, donc Indeed, on passe des annonces Le Bon Coin, on passe Fashion Job, tous ces trucs-là. Faut être vendeur sur pop-up pendant 2 mois, 3 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça, CDD 3 mois et ça se trouve. Et ça se trouve. Il y a une formation? Il y a une formation, ouais, on a une journée complète où est-ce qu'on les forme au bureau, on vient leur expliquer justement qu'est-ce qu'est la culture de la marque, qu'est-ce qu'on essaye d'insuffler aux gens et en gros le résumé de cette formation c'est en une phrase, et on le martèle toute la journée, c'est le client qui vienne pour acheter, pas acheter, on veut que de toute façon il reparte content et qu'il a envie de partager Kabaya et l'expérience Kabaya. Donc fais ce que tu veux. Si tu as envie de jongler avec le client, si tu as envie de faire des pirouettes sur le stand, on s'en fout. On veut juste que la personne, elle vienne, elle reparte avec un sourire. Notre but, notre mission au jour le jour, c'est marqué dans le bureau, c'est d'apporter du bonheur aux gens par les newsletters, par le pop-up, etc. Et du coup, on avait un vendeur la première année qui s'appelait César, qui était notamment connu pour ses jongles avec les pompons, et ça marchait super bien. Les gens en parlaient, le vendeur sur le pop-up de Beaugrenelle, il fait ça, et au final, il est même passé sur M6 avec ça. Alors c'était assez marrant. Et vous aussi, du coup. Et nous aussi. Ça, c'était la première année, on est pas mal au RP. On était meilleurs au début au RP qu'on l'est maintenant. Donc, recrutement en direct sur Indeed, entre autres, par exemple. Ouais. Enfin, sur des plateformes de recrutement. CDD 3 mois, formation. Et les pop-up sont pas que à Paris. Non. Donc, vous les faites venir à... Ouais, en fait, non, on va sur place en général. On fait des grosses journées formation au bureau pour tous les pop-up parisiens. Et après, c'est sur place, on vient un jour avant et on se prend une salle quelque part pour aller faire une journée vraiment posée autour de ce qu'on fait, comment on va faire, etc. Ensuite, ça part, vous faites les clients mystères où vous regardez à distance comment ça se passe pour optimiser les parcours, l'avant-vente. Les Typeform donnent aussi beaucoup d'infos sur ce qui se passe. Genre, c'est ultra efficace. Genre, cet été, on avait une vendeuse qui était un peu en pas super humeur, on va dire, sur les stands. Les clients le captent tout de suite, quoi, parce qu'ils voient que nous, dans les mails, dans la façon dont on est Kabaya et dans le souci qu'on a du client, on essaye de leur apporter vraiment quelque chose de bien. Ils disent votre vendeuse elle est pas trop au niveau de ce que vous êtes, quoi, et de en tout cas ce qu'on donne l'impression que vous êtes, et du coup apporter du bonheur. Ouais, c'est ça, ils nous le reprochent tout de suite, c'est assez impressionnant. Mais ça, c'est que les gens qui ont laissé leur adresse email, donc les gens qui ont acheté. Les gens qui ont acheté, ouais. Ok. Et pour capter les gens qu'on n'a pas acheté, on a essayé plusieurs choses. On a essayé le dernier en date. Là, je suis encore en train d'itérer là-dessus, mais le dernier en date, c'était tous les gens qui passent mais qui achètent pas. On leur donne des tickets à gratter avec un petit code, et ils peuvent révéler le code sur une adresse mail, voir ça. En échange de leur email. En échange de leur email, bien évidemment. Okay. Bien entendu. Tu nous as parlé du plantage sur la tongue. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que vous avez Non, si on a fait une belle erreur, on va parler que de mes erreurs. Ça marche aussi très bien. Vous marchez super bien. Donc. Non, mais ouais, il y a un truc où est-ce que on s'est bien planté au début. On cherche les apprentissages. Ouais, et non, bah alors ça, c'en est un bon. On a lancé les pop-up, donc on s'est dit, ouais, putain, c'est parti. Et c'était l'époque du grand succès de Save, les réparateurs de smartphones qui marchaient aussi en pop-up, qui marchaient très très bien et qui n'existent plus. Et du coup, c'était aussi chez The Family. Et du coup, on s'est dit, putain, on va devenir le Save du bonnet. On va mettre des pop-up partout en Europe. L'année prochaine, on a 600 pop-up partout dans le monde. C'est parti. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va tester. On a pris un pop-up en Suède, un pop-up en Allemagne, donc Oberhausen, et je sais plus où c'était en Suède, mais c'était un gros centre commercial, Mall of Sweden, un gros truc, quoi. Énorme fail. Énorme fail. Parce que tu gères pas les vendeurs, parce que t'es pas là tout le temps. Les mecs, on n'a même pas trop pu les former, c'était pas notre langue, on comprenait pas trop la culture. Enfin, ça a été on n'a pas réussi, quoi. Ok. Du coup, ça scale pas très bien le pop-up à l'étranger. Si t'es pas là, en fait, c'est impressionnant. Et ça fait partie de vos ambitions? Ouais, là clairement, l'ambition 2020, c'est aller ouvrir l'étranger. Mais principalement par quoi alors, du coup, le online uniquement? On va d'abord commencer online wholesale.
Ok. Donc revendeur et digital. On verra après pop-up. Mais justement, est-ce que le pop-up est adapté au pays? C'est ce qu'on doit juger. En fait, c'est que ça a été une stratégie gagnante en France. Alors parce que le pop-up est français ou parce que vous n'étiez pas préparé parce que les pas adapté. On n'était pas préparé, clairement. On n'était pas préparé à adapter. On a fait un copier-coller, en plus mal managé à distance. Parce que quand t'es en Allemagne sur des équipes recrutées par une agence de recrutement locale, ça marche pas. Ce qui ajoute aussi un peu à la fonctionnement de pop-up, c'est la magie qu'on y insuffle au jour le jour. Et Yannick, notre directeur réseau, fait ça très bien. C'est un coach de foot, quoi. Les mecs, ils sont galvanisés, c'est impressionnant. Et du coup là, il y a pas ce petit élément de magie. Et c'est dur à dire, c'est la magie qui fait que ça n'a pas marché. Mais en gros, c'est t'es pas dedans, t'es pas end zone sur le truc, et du coup, ça marche moins bien, quoi. Ok. Pour la partie offline ou même pour driver du trafic en magasin, c'est quoi vos principaux canaux aujourd'hui? Offline, alors ce qui est assez pratique pour ce qui est magasin, c'est qu'on est nous, contrairement à pas mal de DNVB justement, on s'est mis dans des endroits avec du flux énorme. Donc centres commerciaux, ça coûte cher, mais par contre ça a l'avantage que le flux il est là, quoi. Et en plus nous on est au milieu de ce flux, donc on est dans les mailles, hein, donc c'est dans les allées. Et on a. C'est une négociation qui se fait avec le centre commercial ou la chaîne? C'est avec la chaîne. Avec la chaîne directement. Avec Unibail, avec les pierres. Mais tu choisis ton emplacement quand même? Tu choisis, ouais, quand tu peux. Et après, c'est des deals qui se font sur plusieurs centres commerciaux en général. Enfin, ils font aussi à l'unité. Mais maintenant, il y a tellement de demandes. Alors, à l'époque, c'était pas le cas quand on a commencé. Maintenant, il y a une telle demande en pop-up qu'ils demandent. Ça a vraiment explosé en 4 ans. C'est impressionnant. Les prix ont vraiment explosé. Et t'as une idée, un multiple, sans rentrer dans le... x3. x3 entre 2015 et cet hiver, là? Ok. Ouais, et avec des engagements de durée plus longs. C'est énorme. Mais en fait, c'était un truc qui pour eux était un peu le parent pauvre. Ils s'en foutaient. C'est le specialty leasing, ils appellent ça. C'était pas important. Specialty leasing. Et du coup, maintenant, c'est devenu primordial parce qu'il y a toutes les DNVB qui se disent le digital c'est bien mais ça coûte cher quand même, et puis mes clients c'est un matelas, ils aimeraient bien le tester, donc c'est cool que je prenne un pop-up, puis ils essayent une fois, ils disent c'est pas con en fait, mon CAC il est quand même beaucoup moins cher que sur Facebook, et du coup ça se développe de plus en plus, tout le monde s'y met, et il y a même des chaînes qui se spécialisent là-dedans, qui font que ça, qui font de la lunette de soleil l'été, ils en ont 40 partout en France et ils bourrinent là-dessus. Ton CAC est vachement moins cher, tu dis, que sur le online. C'est le cas pour vous? Ouais. Avec les pop-up, on reste sur les pop-up. Ouais, donc, le coût des 3 ou 4 mois de lock qui a fait un x3 en 4 ans, le frais personnel, l'installation. Parce que t'es là, un CDD, du coup, t'en as plusieurs qui tournent. 3, ouais. 3 pour se partager les horaires? Ouais, c'est ça, pour gérer toute la semaine, avoir respecté les jours de repos, etc. T'es obligé d'en avoir 3. Ouais. Et tout ça, t'es gagnant. Ouais. Au départ. T'économises les frais d'envoi, évidemment. T'économises les frais d'envoi parce que c'est sur place. Après, t'as toujours des problématiques de stock parce que tu te retrouves en fin de saison avec du stock parce que t'es toujours obligé d'avoir une offre. Mais tu y gagnes, et surtout, nous, le pop-up, on le voit, en fait, on a commencé comme ça parce que c'était vraiment, on confronte le produit, on voit comment ça marche face à un énorme flux. C'est comme si on avait acheté 100 k d'ads pour tester si le truc marchait. Bon, c'était un peu bold, mais ça a marché, tant mieux. Mais là, nous maintenant, c'est un peu, on considère ça comme des panneaux de pub en fait. C'est plutôt que d'acheter un 4x3 que tout le monde fait, qui est un peu désuet, même si sur certains cas particuliers c'est très intéressant, mais dans notre cas ça l'est pas. On préfère faire des panneaux de pub vivants entre guillemets, et qui apportent une expérience, dans lesquels on peut toucher les bonnets, les pompons, les serviettes, c'est exactement ça. Et c'est surtout, tu repars avec une expérience, et le word of mouth, le referral entre guillemets, j'ai plus le bouche à oreille, pardon. Le bouche à oreille est pour nous ultra important, et quelqu'un qui aura vécu une expérience incroyable sur un pop-up aura beaucoup plus tendance à en parler que quelqu'un qui a vu un 4x3 dans le métro. Ou qui est tombé sur un site internet après une pub Insta. C'est ça notre postulat, quoi. Et malgré ça, tu dis qu'on tombe à 20% cette année de chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, on veut pas le scaler. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que ça va être du coup une part de plus en plus ridicule, petite de notre chiffre, mais c'est 90% de nos emmerdes. Parce que tu gères 50 personnes, tu gères 50 personnes au jour le jour avec les absences, t'as du cash qui circule. Comment tu gères les stocks? Les stocks, ils sont stockés sur le pop-up directement.
Ok, je me suis jamais posé la question, mais ça veut dire qu'en fin de journée, on lock tout. Il y a des bâches sécurisées. Et t'as des réassorts du coup quand on a des réassorts au début. Bah là en ce moment on est à 1 par semaine. Et arrivé à partir de approche de Noël, on passe à 2 par semaine en chronopost directement sur le pop-up. Ok, donc t'es dithyrambique sur le pop-up en termes de canal d'acquisition, malgré ces emmerdes, tu dis. Ouais, bah en fait c'est que ça colle à la marque en fait, ça nous colle à la peau entre guillemets parce que bon, on a commencé comme ça et c'est expérientiel et on est convaincu que l'expérience primera surtout et restera. Là où les gens qui ont bien fait des ads pendant des années ont pas proposé une expérience incroyable si leur colis est pas bleu avec des petites fleurs et qu'ils ont pas une photo Instagram. Là, nous les gens viennent et retiennent une expérience et c'est prouvé en mémorisation, c'est bien meilleur que toute image ou vidéo quoi que ce soit. D'accord. Donc sur les canaux d'acquisition, en premier tu cites le pop-up et ensuite sur le online. Facebook, Insta, la suite Facebook quoi. Donc Facebook, feed, carré, InStream, toutes ces choses-là. Insta, feed, vous story. Faites tout en interne ? Donc on fait tout en interne. Ouais. C'est notre principal canal d'acquisition, donc ça on l'a vraiment internalisé. Et après un peu de Google Ads, mais c'est plus sur du branding que vraiment de l'acquisition pure. Ce qui marche le mieux nous Google Ads c'est plutôt smart shopping et branding, mais pour que les gens nous trouvent facilement parce que parfois ils tapent Kabaya avec un Y ou ils ont tapé bonnet changeable, bon a priori c'est nous mais mais bon faut les aider à nous trouver. Du coup ouais, on fait plutôt de branding et smart shopping qui marche très bien, mais on découvre un peu l'acquisition fait Google avec le sac qu'on avait très peu sur le bonnet, mais sur le sac maintenant on arrive à faire de l'acquisition Google très rentable. Que tu fais sur quoi ? Sur quel mot-clé ? Sur sac à dos. Les gens cherchent design, sac à dos urbain. Enfin, t'as vraiment, c'est une saisonnalité impressionnante par contre. Mais... Ok, j'aurais pensé que sur le sac à dos, les gens cherchaient des marques. Ouais, pas forcément, parce que justement, en fait, le sac à dos est un secteur qui monte beaucoup. Et les gens ont une envie de différenciation, entre guillemets. Et surtout, les sacs à dos qui existent sont très masculins. Du coup une femme va pas forcément aller chercher un Herschel ou un Eastpak, tu vois, c'est pas super joli. Même les mecs qui veulent des sacs à dos pas classiques entre guillemets, ils vont aller chercher autre chose, ils vont aller chercher des spécificités, donc ils vont aller chercher sac à dos poche PC, tu vois, ou sac à dos imperméable, des choses comme ça, tu vois, ça c'est la recherche sur lesquelles on est très bon. Et du coup ils cherchent des features et puis après bon ils découvrent qu'on est une jeune marque, donc ça plaît aussi, qu'il y a des petits trucs en plus, que c'est vrai que c'est fun, voilà, qu'on a une marque qui est aussi engagée pour des causes qui nous tiennent à cœur et qui leur tiennent peut-être à cœur, donc c'est ce qui fait qu'après ça convertit quoi. Ok, les pop-up, Facebook, enfin la suite Facebook, ensuite Google Ads, branding, smart shopping. Est-ce que vous faites de l'affiliation ? Non, très peu. On était sur Affiliate pendant un moment, mais bon, ça a jamais été. Ton apprentissage ? Ton apprentissage, c'est que tu peux, nous, on peut pas faire de business. Si tu te bases que sur ce qui vient d'Affiliate, t'en feras jamais rien, quoi. Après, il y a des contre-exemples, tu vois, OE, anciennement Pinot Bleu. Ils utilisent beaucoup ça, ils en sont très contents. On avait cette discussion justement cette semaine. Moi, j'ai jamais vraiment fonctionné là-dessus sur l'affiliation blog pure. Après, si par affiliation t'entends aussi influence, là c'est un autre. C'est la question suivante. Ouais, là par contre on en fait beaucoup. On en fait beaucoup et par contre on est un peu contre le post payant basique où tu payes et fais une photo et elle te met un lien quoi. Alors c'est quoi votre méthode ? Nous on est toujours pareil, on essaye d'embarquer les gens avec nous et j'aime pas le côté panneau de pub humain et on essaye que proposer une expérience aux followers entre guillemets de l'influenceur. Du coup on fait beaucoup de co-création, c'est-à-dire que la première grosse qu'on a fait c'était l'an dernier avec Emma Cape Cup qui est une influenceuse qui a 1,2 million d'abonnés, maintenant elle doit être à un 6, un 7 je pense. Donc vous avez elle a créé avec vous elle a créé avec nous un bonnet, donc elle a fait vivre à sa communauté aussi toute la création, le design, elle est venue chez nous, elle a choisi les matières, elle a choisi les fourrures, les fausses fourrures, les pompons, la boîte, on lui a donné une boîte spécifique, etc. Et du coup elle était super contente parce que c'était un premier pas dans la fashion, et bon c'est souvent des gens qui sont très sensibles à la fashion, donc ça leur permet de créer vraiment leurs propres produits. Nous on était super contents parce qu'elle nous donnait aussi beaucoup de visibilité, parce qu'elle était super intéressée au projet, et sa communauté a d'autant plus accroché parce que c'était un truc qu'elle avait imaginé et qu'ils adhèrent à son image, ce qu'elle aime et ce qu'elle fait. T'as pu quantifier le
Quoi ? Le boost de... Ah bah en fait c'était son bonnet, donc on en a passé 2500. D'accord, donc, ok. c'était assez efficace. Et par contre ouais, le jour, alors ça a été assez marrant, parce qu'on a lancé, on a eu je sais plus, on a 70 000 visites sur le site le jour même. On fait, wow, et là on s'est dit le chiffre d'affaires avait explosé. Pas du tout. Je suis incrémental plus 5%. Alors tu fais what? Alors du coup t'as le taux de 70 000 visites le jour même, 5% en plus de ventes. Et d'habitude il y a combien de visites? D'habitude là en ce moment on tourne à peu près à 10-15 000 visites, tu vois. Ok, donc un x4, 5, je sais pas. Impressionnant, tu vois. Mais plus 5% seulement sur les ventes. Et du coup on se dit bon, qu'est-ce qui fail complet, merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et au final ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que c'était une clientèle assez jeune et que la décision d'achat leur appartenait pas forcément, et que Noël arrivait et qu'en fait ils allaient le demander pour Noël. Du coup ça a pris un peu de temps, on avait peur et tout, mais qu'est-ce qui se passe et tout, parce qu'on a lancé début novembre, on a attendu et fin novembre début décembre là ça s'est vraiment lancé et c'était parti quoi. Ok. D'autres opérations d'influence du même type? Là, on en fait cette année sur du co-branding. Là, typiquement, notre campagne SPA a été, on l'a pas vraiment demandé, c'est plutôt une bonne surprise, mais la campagne SPA a été pas mal relayée par les influenceurs, parce que c'est aussi une cause qui leur porte à cœur, et c'est lié aux animaux. Et bon, il y a aussi de plus en plus d'influenceurs qui sont un peu dans cette verticale comme nous. Du coup, non, c'est de la fashion, c'est un produit sympa, donc ils le relaient beaucoup. Ça marche, ouais. Et après, on a fait une OP de com aussi en juin avec Jérém Star, qui est sur le bac justement, parce que l'idée c'était le lancement du sac. Et on s'est Quand tu dis le bac, c'est le backpack. Hein. Le bac, l'opération de baccalauréat. Oui, le bac. Le bac c'était en juin en fait, et on a fait du coup avec Jérém Star une opération où est-ce que en fait, on a fait toute une campagne d'affichage où les gens devaient se définir en tant que licorne ou en tant que Rocky pour le bac. Donc ceux qui croient... Campagne d'affichage offline, offline, okay. Offline, voilà. et du coup, il a relayé l'opération sur ses réseaux. Il faisait voter les gens sur plutôt le côté licorne vs le côté Rocky sur un chatbot. Donc les gens engagés, on avait fait tout un truc assez marrant autour de ça. Et ils devaient voter pour la note qu'ils auraient au bac. Et du coup, en fonction de la note qu'ils auraient au bac, on leur offrait un sac ou pas s'ils trouvaient la bonne note. Et on a été assez surpris. Il y a 150 personnes qui ont réussi à trouver la bonne note sur plus de 6000 participants. Okay. Et du coup, voilà. Et très très belle OP quand même, donc il nous a coûté un peu cher, mais ça a été un très beau truc, et surtout ça nous a permis de nous insérer vraiment dans les cours de récré, les facs, sur le sac à dos, ce qui était aussi notre idée quoi. Sur la campagne de co-création avec l'influenceuse dont le nom était ouais. Alors t'es pas obligé de me donner toutes tes recettes, mais quel était le modèle? Le modèle éco? Ouais. C'est un fixe, c'est un variable sur les ventes. En fait, okay. Vous négociez en direct ou vous avez une agence? À l'époque, elle avait un agent, mais en fait, nous, on fait tout en direct, internalisé aussi, ça. On a quelqu'un qui gère tout en in-house. Mais ouais, c'est un fixe plus un variable. Alors, beaucoup sont assez réfractaires à ça. Pour le coup, nous, c'est no-go systématique, parce qu'on considère qu'il faut être aligné sur les intérêts, et que s'ils sont intelligents, ils comprendront que c'est dans leur intérêt, dans notre intérêt. Nous, on va mettre du budget média dessus aussi, donc ça leur donne de la visibilité. Ouais, tout le monde est gagnant. Voilà, tout le monde est gagnant, et s'ils sont pas assez intelligents pour le comprendre, tant pis, on bosse pas ensemble. Et il y a suffisamment de gens intelligents qui comprennent que c'est pour eux mettre un pas dans la création et de créer peut-être quelque chose de plus pérenne pour eux, quoi. Et toujours dans les canaux d'acquisition, est-ce que vous faites des opérations spéciales pour les événements, les grandes fêtes du e-shopping? Il y a Black Friday qui approche. Ouais, alors Black Friday, nous on le fait, mais on n'appelle pas ça vraiment le Black Friday, on appelle ça les Blue Days. Ça reste une opération de promotion, mais contrairement à pas mal de marques, les Blue Days, parce que le pantone de la marque, c'est un bleu un peu flash, et du coup on appelle ça les Blue Days. Tout ce qui est, même notre Père Noël est bleu, pour te dire. Mais non, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des anciennes collections. On a des tout petits stocks qui restent, qu'on essaie d'être assez savvy sur le stock, et on permet aux gens d'en profiter, parce qu'on jette rien, même les défauts, même les protos, on jette absolument rien. Et du coup, pendant cette période-là, on les propose à la vente avec une réduction, et on fait des petites offres, parce que s'ils achètent plus de 70-80 euros d'achat, on leur offre aussi un ancien produit qui nous reste dans les rayons sur des tout petits volumes, donc on peut pas remettre en revendeur ou autre. Voilà, donc c'est pas dans une optique où on produit pour vendre à ce moment-là.
Juste, c'est un moyen pour nous de. Mais pas plus d'acquisition, pas plus de communication pour les Blue Days. On fait de l'acquisition parce qu'en fait, les gens sont très sensibles à ça. Donc, on fait de l'acquisition Facebook avec le terme Blue Days pour le coup, donc ce qui interpelle aussi un peu les gens. Tu fais de l'acquisition Facebook sur un terme qui n'est pas connu. Qui n'est pas connu, mais en fait, les gens sont dans une période Black Friday et du coup, ça dénote aussi par rapport à ce qui existe. Là où tout le monde a des bannières noires avec des trucs moins 40%, toi, t'as Blue Days, venez profiter des cadeaux Kabaya. Et ça, l'année dernière, ça a très bien marché. Cette année, on est en train de mettre notre strat autour de ça pour le reproduire. Mais l'idée est de se dire, c'est les gens qui disent on fait pas le Black Friday et qui derrière font des soldes 3 semaines derrière, ça me fait un peu rire, tu vois. Il faut pas être hypocrite non plus. T'es une boîte, t'as du stock, t'es obligé de le vendre. Juste nous, on prend l'engagement de ne rien jeter, rien de... on ne jette rien, on détruit rien et on n'en produit pas spécialement pour l'opération. Juste on fait des petits cadeaux à nos clients pendant cette période parce que c'est aussi un moment où se lancent les achats de Noël. Ok. Dernier canal dont je voulais parler, c'était l'email. 50 000 ouvertures chaque semaine, enfin 50 000 dans ta base. Ouais. Ça drive beaucoup de trafic parce que c'est quand même le canal qui te coûte le moins cher, fun, qui est le plus proche. T'es dans la boîte aux mails des gens. Alors on a beaucoup de newsletters, mais comment ça performe? Ça, en fait, on l'annonce le vendredi et en général le site fait un x2 assez facile le vendredi. Ouais. En trafic, en volume, en vente. Ouais. En vente, ouais. Ok. Ouais, de tous les vendredis midi, t'as un pic. Et après, ce qui est bien, c'est que c'est lissé sur le week-end. Typiquement, en e-commerce, nous, on est très performant le dimanche. En fait, les gens l'ouvrent le vendredi et puis ou alors commencent à ouvrir le vendredi puis ouvrent aussi le week-end ou le réouvrent le week-end. On a beaucoup de réouvertures. Le week-end, ça les fait marrer. Et c'est là qu'il y a l'achat. C'est là qu'il y a l'achat. Ouais. Ok. S'il y avait qu'un seul canal à garder pour le digital, ce serait quoi pour toi? Avec un objectif long terme ou à court terme? À court terme pour l'hiver. À court terme pour l'hiver, ce serait si c'est lié au volume, ce serait Facebook forcément. Parce que malgré que le mail, la gamme Facebook, l'univers Facebook, parce que c'est là où tu peux aller chercher le plus de volume en fait. Okay. Et là où tu as une vraie maîtrise de tes coûts d'acquisition quoi. Et long terme? Long terme, le mail pas trop. Je serais plutôt sur de la messagerie vraiment, sur du WhatsApp, du Messenger. Vous faites ça aujourd'hui? On commence à le faire en service client, ouais. Okay. Sur du WhatsApp, voilà, c'est en cours de sortie d'ailleurs. Mais je pense que à terme, au final, je sais plus qui j'entendais dire ça, mais tout disait en ce moment, les innovations, ça fait Chine, UE, millénial US et après ça arrive dans le monde. Et ça a commencé WeChat, c'est en train d'arriver tranquillement aux US et je pense que d'ici très peu tout va se faire via du WhatsApp est sur le point d'ouvrir ou a ouvert d'ailleurs le commerce, WhatsApp Business, ouais. Exactement. Ok. Dernière question sur votre développement, puis ensuite on parlera un peu infra. Est-ce que dans votre développement sur ces 4 dernières années, tu as eu un point d'inflexion fort que tu peux identifier? Un tipping point, c'est ma question habituelle. Ouais, alors sur quel canal tu veux dire? En tout. En tout. Est-ce qu'il y a un moment où les ventes se sont accélérées, tu peux dire, tiens, je sais exactement pourquoi et pourquoi? Ouais, voilà. En fait, c'est au moment où on s'est mis au e-commerce, en fait. C'est dur à dire, c'est que on a commencé, on avait le pop-up, on avait le wholesale et le e-commerce, mais le e-commerce, on travaillait pas, quoi. C'était full organique. Voilà, on devait balancer des ads par-ci par-là, ça me fait marrer. Parfois, je regarde le compte au début. Et, mais c'était full organique, donc bon, très rentable, forcément. Et on a commencé à se mettre vraiment à l'acquise digitale, au Google Ads, au Criteo. On s'est dit allez c'est parti et du coup c'est là qu'il y a eu vraiment une accélération. Là on faisait le graphique avec mon associé la semaine dernière et tu vois le truc croît gentiment à partir du moment où on accélère. Je fais x5 tous les ans. C'est assez impressionnant quoi. Vous avez levé des fonds ou vous êtes sur fonds propres depuis? On était au fonds propres pendant 2 ans. On a levé des fonds et de la dette en février 2018. Ok. Voilà. Et tu peux dire combien? Je peux dire combien. On a levé 600 000 en fonds et 700 000 en dette. Qui vous étaient rentables à l'époque, du coup on a pu le prendre auprès BPI Banque. Et qui vous ont servi principalement à de l'acquise? Qui nous ont servi à développer la marque, faire de l'acquisition et développer des nouveaux produits aussi. Donc sortir le sac, parce que le sac montait sur Ça coûte combien de sortir un sac?
en R&D, en investissement pour arriver au truc fini avec l'usine finie, faut bien compter 50 000 euros, je pense, facile. 50 000. Ouais. Entre et ça tu comptes que la partie R&D, tu comptes les protos, les machins, tout ce que tu vas acheter parce que ça va pas être bon ou que tu vas donner. T'es plutôt à 150 000. Quoi. 150 000 entre l'idée et un proto validé qui est prêt à être produit. Et la première prod. Validée, safe, garantie à vie, parce que nos sacs sont garantis à vie, donc on a aussi pris ceinture et bretelles pour garantie à vie. Garantie à vie, c'est-à-dire que en fait tout ce qui n'est pas de l'usure normale, on le garantit sur le sac à dos. Comme je t'ai dit, notre idée c'était de remplacer le Eastpak avec un design bien plus sympa, donc on s'est dit le standard c'est ça. Moi c'est en tant que client c'est ce que j'attends, donc faisons ce que moi j'attendrais. Quand on cherche sur Google, on tombe assez rapidement sur Amazon. Je crois qu'il est en fin de première page ou peut-être début de deuxième. Vous avez une belle page bien présentée. C'est ouais, Amazon, on s'y est mis au final. Amazon et les marketplaces, puisqu'on en parle. Ouais, marketplace. On n'est pas en FBA, donc on n'a pas le stock chez eux. On s'y est mis. Alors c'est marrant parce que on s'y est mis un peu sous l'impulsion de mon directeur commercial, qui lui vient d'une marque qui s'appelle Venom, qui est du sport de combat, très belle marque d'ailleurs, qui lui a développé en wholesale jusqu'à là où ils en sont actuellement. Et eux, leur e-commerce faisait rien, ils faisaient tout sur Amazon. Genre, impressionnant, mais worldwide. C'est-à-dire qu'ils ont Amazon, France, Allemagne, Brésil. Enfin, ils sont full Amazon. Et du coup, lui gérait l'équipe Amazon. Donc il m'a dit putain mec, on n'est pas sur Amazon. Pourquoi tu vas pas? Ça peut être vraiment intéressant, etc. Bon, il m'a quand même mis le doute, même si moi je me disais j'ai envie d'être maître de mon expérience client, de récupérer le mail, qu'on l'embarque vraiment dans notre expérience, toujours pareil, expérience. Mais je me suis dit bon, il y a peut-être un truc, faut pas être plus royaliste que le roi. Allons essayer. Donc j'ai créé des fiches. J'ai commencé à faire un peu de date sur la plateforme aussi. Au final, ça a plutôt bien pris. Mais je reste convaincu qu'on peut pas. On est en train, ce qu'on fait surtout, c'est on construit une marque expérientielle. Et on veut avoir les gens avec nous et sur ce qu'on a imaginé de A à Z. Et surtout, je veux bénéficier de tout ce qu'on fait en branding, etc. Et ça m'embête quand même un peu de le donner à des tiers, on va dire. Du coup, Amazon, on y est parce que faut aussi y être pour avoir un peu la maîtrise de ce qui se fait sur votre marque, sur ces plateformes-là. Mais c'est pas un axe de développement tout de suite, voilà, à court terme. C'est pas là-dessus qui est votre focus. Voilà, c'est pas notre focus actuellement. Le focus est vraiment sur construire la marque, trouver des nouveaux clients, fidéliser nos clients dans notre écosystème avec notre site e-commerce, nos colis et tout ça. Ok. Quelques petites minutes maintenant sur votre infra. Vous tournez sur quoi? Sur le CMS, tu veux dire? Ouais. On est sur Shopify Plus. E-commerce et contenu? E-commerce et contenu, tout full Shopify. Ouais. Ok. On a commencé sur un truc bien pourri qui s'appelait Store Factory. C'était pas fou du tout, mais c'était à l'époque où on s'occupait pas du e-commerce. Et le jour où on a décidé de s'en e-commerce, on s'occupait pas parce que vous ne mettiez pas l'accent sur l'e-commerce. Ouais, voilà, oui, c'est que bon, on avait nos graphistes avec qui on bosse depuis le début qui nous avaient fait un site. Store Factory l'avait pushé en ligne et puis bon, il tournait comme il tournait quoi. Et le jour où on a vraiment décidé de s'y mettre, on est passé sur Shopify. Et après, c'est depuis. Shopify vous accompagne? Shopify, ouais, on a un compte manager, Shopify Plus, du coup, avec qui on fait des points réguliers sur les best practices, les choses qui vont sortir, les moyens de paiement, enfin, toutes ces choses. Du coup, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais vous allez faire 3-4 millions sur Shopify cette année, principalement en France. Alors on est depuis l'année dernière on est France et francophone, donc c'est à dire qu'on fait France, Belgique, Suisse. Ouais. Là, ça agrandit ton pool d'acquisition, ça reste francophone, donc c'est assez intéressant. Ouais. Même d'ailleurs je le recommande en Facebook Ads de toujours cibler aussi Belgique et Suisse et Luxembourg. Ça agrandit le pool. Ouais, pourquoi se priver, ouais. C'est ça, l'intelligence artificielle va chercher des meilleurs perfs comme ça. Mais du coup là cette année on a lancé le site.com cet été. Donc full anglais pour commencer à faire de l'acquisition en Europe. Donc là on commence à y aller gentiment, hein, mais on commence à y aller dans l'idée aussi de spécialiser des sites l'an prochain. Donc là l'idée c'est
De spécialiser. Spécialiser, c'est-à-dire faire un site .de, faire un site .ch, adapté en termes de culture, de culture, langue, etc. Là, c'est du full anglais. Donc quand tu vois que tu as un taux de pénétration de l'anglais de 20% en Espagne, tes ads en anglais, ton site en anglais, tu vas pas aller très loin, quoi. Du coup, c'est un peu. Donc Shopify pour le CMS, pour les paiements, c'est. Paiement, on était sur notre fournisseur historique qui était Crédit Agricole, qui nous offrait un taux incroyable par rapport à Stripe. Par contre, il gère pas très bien le 3DS, donc là, on est en train de voir pour changer. Nouvelle législation DSP2, je crois, comme ça. Et du coup, il gérait pas trop ça. Du coup, là, on est en train de changer. Et sur l'Europe, je voulais dès le départ accepter les moyens de paiement locaux. Donc typiquement, tu vois, tu prends en Hollande, c'est iDeal qui est très utilisé à hauteur de quasi 60%, je crois. Ok. Et du coup, je passe par Molly, qui est d'ailleurs une solution néerlandaise, qui est un concurrent d'Adyen, Stripe, tous ces trucs-là, qui eux proposent justement d'intégrer via Shopify ultra facilement EPV, EPS, enfin tous des moyens de paiement un peu exotiques qui sont très utilisés, notamment au nord de l'Europe. Et du coup, je suis passé par eux. Ok. Et les autres services, donc les autres outils, pardon, on a parlé de Klaviyo. Est-ce qu'il y a Klaviyo, avis vérifié, Typeform? Ouais. C'est quoi il y a quoi dans ta mallette d'outils digitaux? Dans ma mallette d'outils digitaux, au final, on a. Elle est affreuse cette question. Ouais, c'est ça. C'est quoi ta clé à molette? Non, mais ouais, c'est bon. Je réfléchis. Après, on a pas mal d'apps qui sont pluguées sur Shopify, mais les principales, c'est quoi? Justement, je réfléchissais en même temps. On a Algolia qui nous fait toute la search. Franchement, ça a été jour et nuit avant après, quoi. Sérieux, mais vous avez pas tant de produits. Enfin, c'est pas si profond que ça. C'est pas si profond que ça, mais quelqu'un qui va chercher bonnet bleu quand t'es sur la search classique, basique, Shopify, trouve pas parce que c'est pas de la search exacte, quoi. Donc, sauf si t'as ultra bien référencé chaque produit, mais ça te prend sur ton propre site, tu vas pas prendre le temps. Bah non, bien sûr, tu les références sur Google Shopping, mais sur ton site, bon, t'as pas trop intérêt, quoi. Ça c'est un bon apprentissage, ok. Ouais, et ouais, c'est juste que les gens, puis surtout, tu vois les termes de recherche qu'ils regardent, et ils cherchent retour, livraison, tu vois, ils ont pas envie de s'embêter à aller chercher dans les footers, dans les FAQ, etc. Du coup, ils te font retour à livraison, et si t'as pas une page qui est dédiée pour les amener vers ça, ils y arrivent pas. Et là, on vient de passer sur Zendesk aussi. Ok, pour le support client. Ouais, on était sur Front qui est très bien jusqu'à un certain point. Front Defenders, ouais. Qui est très bien jusqu'à un certain point, mais qui gère pas la partie guide client en fait. Et du coup, au fait, on avait un guide client un peu mal géré sur le site via des pages. Enfin, c'était pas searchable, etc. Du coup, j'ai commencé à regarder. Il y avait HelpDoc qui était pas mal, mais qui était assez cher. Du coup, si je mettais tout bout à bout, ça marchait pas. Et au final, je me suis rendu compte qu'on commençait à avoir beaucoup d'appels, que j'avais besoin de limiter mon service client, donc le client puisse aller chercher l'info facilement tout seul, que j'avais aussi beaucoup de tickets entrants multicanal, donc Facebook, WhatsApp, etc. Justement, on pouvait gérer WhatsApp aussi, je crois que Front le gère pas d'ailleurs. Et du coup, j'ai commencé à discuter avec Zendesk, vu que le pricing au final n'était pas déconnant par rapport à toutes les licences que j'avais sur Front. Ouais. Du coup, j'ai fait le switch récemment, là. Et le service client téléphonique se fait, y en a? Ouais, pour l'instant, on était encore sur du standard classique. T'avais 3 téléphones, quand un sonnait, l'autre sonnait, puis t'as un message d'attente quand il était pas là. Et là, maintenant, on est passé sur de la VoIP avec Zendesk. Avec Zendesk. Zendesk Talk, où est-ce que tu mets ton truc, tes messages. On est en train d'enregistrer les messages avec la fille qui a la voix la plus joyeuse chez nous. Et ça, on essaie de faire un truc encore une fois un peu différenciant, que ça pas. Merci de vous munir de votre numéro. Toujours changer un peu ça, quoi. Excellent, merci beaucoup. On a fait un grand tour. Yes. Je crois que j'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser, sauf celle-ci. C'est quoi le panier le plus what the fuck? Le panier le plus what the fuck, c'est une agence de com l'an dernier. Ouais. Qui a atteint le maxed out carte de crédit elle toute seule. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et genre on a un maxed out qui a 6 000 € sur le site. Ils ont dépensé 6 000 balles. 6 000 balles de bonnet, elle nous appelait, je sais pas comment je fais. C'était quoi? C'était des cadeaux clients? C'était ouais, en fait c'était cadeau pour l'équipe, etc. Et plutôt que la plupart des gens en général quand ils ont des gros volumes comme ça, ils nous contactent. Ouais, bon, faites-moi un petit prix, une facture, un truc. Bon, on essaie d'être commerçant, quoi, via le support client. Et là ils sont même pas embêtés, ils ont pris. Ils ont acheté full price. 6 000 maxed out. 6 000 de bonnets, donc ça en fait, ça fait quasi 200, quoi. Donc ça fait pas mal de bonnets. Et donc on s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ou alors, ouais, on a aussi fait un truc. On pose des questions dans les newsletters, toujours dans l'idée de faire un truc un peu marrant. On leur disait, qu'est-ce qu'il y a le plus de pochettes parmi nos clients? On a un client qui avait 22 pochettes pour mettre devant son sac.
22 différentes. Ok. Ouais, du coup, on était surpris. On pensait que les gens, au max, en avaient 3-4. Il y en avait 22 à lui tout seul. On était impressionnés. Et du coup, non, c'est surtout sur des volumes de paniers où est-ce qu'on voit des choses parfois assez marrantes. Super. Emilien, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. On devait passer une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça fait 1 heure qu'on se parle. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi, chers auditeurs. Merci, bon hiver. Retrouvez-nous sur kabaya.fr si vous voulez des cadeaux sympathiques. CABAIA.fr, tout simplement. .com pour les Anglais. Merci Emilien. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection. Ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.